Nach Ihrem Befehl, mein Führer! C'était quand même une surprise de voir ces deux candidats se prononcer. D'une part, Martin Fayulu a annoncé sa candidature le week-end dernier. Et en début de semaine, le docteur Denis Mukwege a emboîté le pas. Il décrit un tableau assez sombre du pouvoir du président Tshisekedi. Il dit répondre à l'appel de la population qu'il appelle pour venir sauver la patrie. Citoyen indigné, il veut changer le cours de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il ne s'est pas prononcé seul. Il a donc pris l'initiative sur demande pressante de sa base, de la population qui veut le voir conduire le destin de ce grand pays, la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Face à l'Opinion. Nous recevons M. Patrick Eyalé. Une nouvelle fois, M. Patrick, c'est toujours un plaisir d'avoir une personne comme vous sous notre plateau. Encore une fois, bonjour M. Patrick. Bonjour Dan, merci, merci. Je vous en prie, vous avez suivi l'actualité en semaine, le week-end particulièrement. Commençons d'abord par Martin Fayulu. Comment interprétez-vous le fait que, déjà dès le départ, il a posé des préalables pour lesquels il ne déposerait pas des candidatures pour les élections générales, provinciales, municipales, tout comme à la présidentielle. Mais à la dernière minute, il dit que la base où une demande pressante de la population l'a demandé de poser la candidature, il y a une évolution dans le processus électoral. Il croit savoir qu'il va faire un effort avec les centres d'observation pour justement crédibiliser plus ou moins ce processus. Alors, votre lecture. Excusez-moi. Vous savez, Monsieur Al Gore, qui était challenger de Bush, quand il a perdu les élections face à Bush, de très peu, M. Al Gore a dû être interné. Il a dû être suivi par des psychologues et des psychiatres. Parce que le choc qu'il avait subi avait créé un traumatisme sérieux. Je commence par là parce que ce n'est pas pour faire injure à M. Fayulu. Nous, Africains, précisément Congolais, je ne sais pas parler d'autres pays d'Afrique, mais je pense que c'est la même réalité, nous ne donnons pas une place suffisante à cette science qui est la psychiatrie. Pourquoi? Parce que peut-être on a tout concentré dans la spiritualité. Mais il y a des choses, des cas qui nécessitent un passage chez un psychiatre ou un psychologue. Je vous ai donné le cas d'Al Gore qui a été interné, qui a été suivi psychiatriquement. Que voulez-vous dire exactement? En termes beaucoup plus clairs, ceux qui nous suivent, vous avez un public select qui comprendront aisément sans que je n'ai à faire un de ça. Mais cela étant dit, cher Dan, on est maintenant, nous avons tous notre lot de contradictions. Mais le flot de débit, de girouettes, des pirouettes, dans tourloupette de M. Fayulu, c'est du haut débit. Alors, du très haut débit. Expliquez-vous. On ne fait plus la liste de ces girouettes. Ça veut dire, il dit une chose le matin, et il dit une autre qui contredit ce qu'il avait dit le matin, même pas au soir, au coucher de l'après-midi. Il change de position, il change d'avis, il change d'attitude. À en perdre même ceux qui sont derrière lui, ces aficionados. Tenez, tant que le fichier n'est pas audité, tant que ceci, nous n'irons pas aux élections. Ces cadres et partisans. J'ai décidé de me présenter aux élections
prétendument parce que la base lui a demandé. Ses cadres et partisans, il perd. Il fait perdre le nord aux gens qui le suivent. J'ai dit dans une émission, et je veux faire le lien avec ce que j'ai dit dans l'avant-propos. Quand j'ai parlé des pathologies qui nécessitent un passage dans la psychiatrie, il y a une pathologie qu'on appelle le narcissisme, qui est aussi accompagné du nombrilisme. Je peux imager ça dans le fait qu'il y a des personnes qui sont des chats, mais quand ils se regardent dans un miroir, ils voient que c'est un lion. Ils se croient et se pensent être un lion. Mais en réalité, il n'est qu'un chat. Le narcissisme, le nombrilisme qui fait penser que la terre tourne autour de vous, que vous êtes, je dirais, le nombril de la vie politique. C'est une maladie. C'est une maladie. Et je développerai ça dans le corps de l'émission pour montrer comment et pourquoi il n'y a pas eu candidature commune. Alors, je vais vous lire une partie de son discours. Il dit « Le contexte politique de notre pays est plus qu'interpellant. Voilà pourquoi, malgré que la CENI n'ait pas reçu les noms des candidats députés et ayant entendu la demande pressante de la population, la coalition Lamouka a décidé de déposer ma candidature. » Il évoque deux raisons. Premièrement, le contexte politique de notre pays qui est plus qu'interpellant. Deuxièmement, c'est la demande pressante de la population. Qui est-il pour ne pas répondre à une demande aussi pressante de la population? Mettez-vous à sa place, M. Patrick. À cette question, j'aurais voulu que vous ajoutiez la question lui posée de savoir comment va-t-il gouverner. Parce que vous êtes sans ignorer, bien que j'ai été surpris que lui, candidat président, l'ignore, que l'on ne peut pas gouverner sans majorité. Ce qui veut dire sans député. Comment il compte répondre à l'appel pressant, lui lancer, pour gouverner, pour sortir le pays du marasme sans les attributs du pouvoir? Et je ne sais pas si je peux appeler ça ignorance ou confusion quand il affirme que nous sommes dans un régime présidentiel. Ça veut dire, ceux qui lui ont demandé, je peux comprendre que ces gens ignorent comment fonctionne notre République, que ces gens ignorent les lois de notre République. Mais c'est quand même aberrant que M. Fayoulou, du haut de son expérience, qu'il vante à qui veut l'entendre, ne sache pas que nous ne sommes pas dans un régime présidentiel. Mais il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, si je ne m'abuse, 3 ou 4 ans, nous avons vu la difficulté dans laquelle se retrouvait M. Félix, confronté à la majorité acquise au FCC. Rien ne pouvait être fait. Mais il s'en est affranchi. Aujourd'hui, il gouverne le pays. Le même scénario peut se répéter. Ce n'est pas exclu. Il s'en est affranchi sous les broncas, les bois de Martin Fayoulou, pour ne citer que lui, parce que l'on parle de lui, qui a dit, comme beaucoup d'autres, qu'on ne peut pas changer de majorité en cours de législature. Comment fera-t-il alors, lui? Donc il sera... À moins que ces récriminations, ces vitupérances n'étaient que pour faire le beau. Sinon, comment il fera une fois président sans aucun député? Il est démocrate, Martin Fayoulou. Attendez, monsieur Dan. Son ignorance ou sa confusion, il l'a poussé très loin en disant
qu'il nommera le Premier ministre, sans préciser que le Premier ministre est nommé au sein de la majorité. Une majorité dont il n'aura même pas un demi-député. Ce qu'on ne nous dit pas assez, nous sommes dans un régime du type français, où c'est le Premier ministre qui conduit la politique du gouvernement. C'est la majorité qui détient l'efficience du pouvoir. Martin Fayulu est un démocrate, il le dit, ses lieutenants le disent. On apprend qu'il y a eu vote. La question a ressurgi, ils se sont dit, doit-on aller ou pas à la présidentielle? Toute la famille politique, tous les partis politiques ont voté. On dit à 80%, selon certaines indiscrétions, à 80%, la Mouka a décidé que Martin Fayulu puisse déposer sa candidature. Permettez-moi, cher Dan, de rectifier. La Mouka est mort de sa belle mort. La Mouka, comme nous le connaissons, était constitué de M. Katumbi, qui est parti, de Tshisekedi et Veka, qui sont partis il y a longtemps, de Moussa Nyamoussi, qui a pris la porte, de Mouzitou, qui a décidé de le quitter, mettant en avant les incohérences à répétition. Donc, l'honnêteté voudrait dire, nous faire dire plutôt que SID a décidé et non la Mouka. Ceci étant dit, quand les CD décident d'aligner M. Fayulu à la présidentielle, qu'ils brandissent d'autres raisons, mais qu'ils ne nous disent pas que c'est pour que M. Fayulu, une fois au pouvoir, en étant président, décline son programme. Parce qu'il ne pourra pas décliner son programme, n'ayant aucun député, n'ayant aucune majorité. C'est le cas de figure qu'on a connu avec, je dirais, avec sa rigueur. Quand nous voyons à l'époque, il y avait d'un côté Mitterrand tout seul, avec le parti RPR, c'est-à-dire du Premier ministre au ministre le plus simple, tous de l'opposition. Vous pensez que le Congo est suffisamment ancré pour des genres de cohabitation? Alors, Fayulu aujourd'hui... Mais alors, qu'est-ce qui a changé entre le moment où il décide de boycotter, donnant des préalables, et maintenant qu'il va déposer sa candidature? Qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Quelle est cette revendication à laquelle il avait, je dirais, lié ses candidatures? Quand je dis c'est aux multiples niveaux, qu'est-ce qui a été changé depuis? Attendez, M. Patrick Kialé, il faut le replacer dans un contexte, essayez de le comprendre. Mettez-vous, essayez de vous mettre... J'essaie. Essayez de vous mettre à sa place. En tout cas, j'essaie. S'il vous plaît, essayez de vous mettre à sa place pour le comprendre. Vous êtes devant une situation. Vous le comprenez, vous? Non, c'est un appel que je vous lance. Essayez de le comprendre. J'essaie en tout cas. J'essaie de comprendre. Vous êtes dans une famille politique. Tout le monde vous met la pression. Disons la majorité. Monsieur Fayulu, ne nous abandonnez pas. Monsieur Fayulu, ne nous abandonnez pas. Monsieur Fayulu, déposez votre candidature. Nous allons vous soutenir. Vous faites quoi? Vous laissez tomber? Monsieur Fayulu, qui a dit qu'ils ne déposeront pas. Je dis bien, ne déposeront pas. Il est inclus dans ne déposeront pas. Il fait ainsi rater ces cadres, ces lieutenants qui avaient des ambitions. Donc pour certains, c'était des ambitions, je dirais, qui avaient une certaine, je dirais, assurance de remporter des sièges. Vous faites rater à ces gens l'opportunité de devenir des députés.
Mais, égocentrique que vous êtes, vous dites qu'il y a... Mais il a dit que ce n'est pas de sa propre initiative, M. Patrick. Il dit Dan, quel est ce ça. on parlera de Mukwege. Mukwege a tenu le même discours. Tous les politiciens tiennent le même discours. Tous les politiciens. Je peux aussi aujourd'hui, parce que, entre parenthèses, je suis candidat, dire que j'ai un appel pressant des habitants de Bandalungwa qui m'ont dit, ce sont des baratins, je dirais, c'est de la fumisterie. Parlons des choses vraies. Il n'y a aucun appel pressant. Monsieur Fayulu a d'abord constaté que n'est pas Étienne Tshisekedi qui veut, c'est-à-dire prendre une telle décision et s'y tenir. Vous allez me dire qu'en 2006, M. Tshisekedi, si on veut abonder dans ce sens, n'avait pas un appel pressant de ses partisans. Non, parce que ces partisans s'étaient enrôlés aussi massivement. Il n'avait pas un appel pressant, mais il a pris une décision et il s'y est tenu. Il s'y est tenu. Il a pris une décision, il s'y est tenu, mais entre-temps, dans les idées circulent les nouvelles, les informations selon lesquelles Fayulu serait le candidat le plus conciliant, les dénominateurs communs de la plupart des Congolais. Que laisser Tshisekedi seul avec tous les candidats restants, ce serait lui laisser un boulevard. Est-ce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas raison de rectifier le tir à la dernière minute, ou de laisser le pays entre les mains de Tshisekedi qui gère très mal le pays? Est-ce qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas un principe qui peut s'accepter de rectifier le tir, M. Patrick? Ça peut s'entendre. Oui. Mais ils sont maintenant là victimes de leur turpitude. Parce que, je répète encore, le pouvoir, ce n'est pas être simplement président. Donc, ils sont victimes de leur turpitude. Parce que, si d'aventure M. Fayulu devenait président, il est fort à parier que l'UCN aura la majorité des députés. Cela veut dire que vous n'avez rien fait. Presque rien fait, pour être plus clair. Vous voyez qu'il y a un défaut, je dirais, de cohérence dans leur démarche. Vous remportez la présidentielle. Parfait. Mais vous n'avez pas la possibilité de nommer un Premier ministre de votre choix, ni de composer un gouvernement. Toutes les nominations seront soumises au contre-ça. Vous vous rappelez du fameux contre-ça? Il existe toujours dans notre Constitution. On ne l'a pas effacé. Pour faire des nominations, il faut un contre-ça du Premier ministre, issu de la majorité. Laquelle majorité, vous serez, je dirais, totalement opposé. C'est-à-dire, ils ont mal fait les calculs. Ils s'y sont mal pris. C'est le moins que l'on puisse constater. Si vous faites des choses dans l'optique de faire changer, de faire basculer le pouvoir, mais vous y prenez mal. Vous vous réveillez en retard. Je ne dirais pas de votre sommeil, mais de vos confusions. Et le réveil est brutal. La conséquence, c'est laquelle? Non, M. Fayulu ne veut juste pas, je dirais, être... il ne veut pas perdre cette place qu'il a appris à aimer d'être l'opposant numéro 1. En fait, c'est là l'enjeu. Écoutez, il dit, qui d'entre eux a le plus critiqué Tshisekedi? Comme si on était dans un concours de mise de beauté pour savoir qui a l'invective le plus. Parce qu'en fait, parfois quand on parle de critiquer, ici on parle d'invective. C'est-à-dire qui a le plus invectivé. Quand l'autre parlait, traitait des gens de crapauds, moi je disais ceci, j'ai dit plus que cela. C'est un peu un concours d'invectives, de critiques. Est-ce à cela qu'on peut mesurer l'acabit d'un opposant? Ce que cherche Martin Fayulu, c'est en réalité
de ne pas perdre cette place de challenger numéro 1, d'opposant de M. Félix. Cette position qui, si les choses tournent au vinaigre, vous fait asseoir dans la table de négociation. Question. Parce que Nous sommes à Genève, on désigne un candidat commun, c'est Martin Fayulu. Le président Tshisekedi dit le changement aujourd'hui, c'est Martin Fayulu. Lui et Vital Kamerhe, quelques heures après, ils décident de retirer leur signature. En l'espace de plus ou moins 24 ou 48 heures. Est-ce que ce n'est pas similaire à ce que Fayulu a fait? D'abord, il prend une option, et ensuite, il se rétracte. Quelle est la différence? Absolument pas. Dans les conséquences, il n'y a pas la moindre similitude. Dans les conséquences, il n'y a pas la moindre similitude. Mais c'est une position, deux positions. Oui, il y a... Une prise d'initiative. J'ai dit tout à l'heure Ouais. que nous sommes, nous, humains, et plus encore politiciens. Vous êtes humain quand vous comprenez le président Permettez, Tshisekedi et Vital Kamerhe. Quand c'est Fayulu, vous n'êtes plus humain. J'aurais fini mon propos, vous n'aurez pas eu besoin de me couper de poser cette question. J'ai dit tantôt que nous, humains et politiciens davantage, nous sommes sujets à des contradictions. Nous sommes sujets à de revirements. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Et j'ai encore souligné que Fayulu, plus que tout le monde, abuse des contradictions, abuse des revirements. Je n'ai pas dit qu'il est le seul. Vous avez donné un cas de revirement. Je ne peux pas dire que ce n'était pas un revirement, c'était un revirement. Mais je vous ai dit qu'en termes de conséquences de ce qui peut advenir, il n'y a pas photo. Parce que là, M. Vital Kamerhe et M. Tshisekedi n'ont pas appelé à un boycott. M. Tshisekedi et M. VK n'ont pas donné de préalable. Souvenez-vous d'ailleurs que M. Tshisekedi, pour parler plus largement de l'UDPS, disait à l'époque, avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. C'est pour insérer encore une autre des contradictions de l'autre côté qui disait, vous vous souvenez encore de ce qu'il disait? Pas d'élection avec la machine à voter. Ça veut dire les revirements, les changements de position, d'avis, c'est un lot des politiciens. Mais il y a quand même un minimum où on dit, franchement, il en fait de trop. Comparaison, dit-on, n'est pas raison. Le revirement de M. Tshisekedi et de VK, en termes de conséquences, n'ont pas les mêmes effets. Parce que, aujourd'hui, le revirement de M. Fayulu fait manquer à ces lieutenants qui se sont battus pendant 5 ans pour se vendre, et certains ont réussi à bien se vendre, pour assumer le rôle de député. Il a fait perdre à ces gens. Mais pourquoi vous ne vous souciez que du sort d'un seul homme et le sort de toutes ces personnes qui ont investi du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'intelligence? Ces sorts des gens ne vous préoccupent pas? Seul le sort d'un individu qui, à lui seul, changera le Congo. Vous le pensez? À lui seul. Monsieur Patrick Yalé, analyste politique indépendant, il est aussi candidat à la députation provinciale à Bandalungwa. Alors, on va prendre la deuxième thématique, c'est Mukwege. Avant de passer à Mukwege, c'est dans la suite logique du dossier, il y a une phrase qu'il a sortie qui m'a fait réfléchir. Il dit que sa dignité n'est pas à vendre. Cela voudrait sous-entendre qu'il y aurait quelqu'un qui voulait acheter sa dignité. Il parlait de sa candidature. Donc, il y aurait quelqu'un qui aurait empêché ou fait des manœuvres pour empêcher qu'il se porte candidat. Et je commençais à réfléchir sur cette personne-là, qui était visée quand il dit que sa dignité n'est pas à vendre. Vous êtes mis à réfléchir. Je me suis mis à réfléchir.
Parce que je peux reprocher beaucoup de choses à M. Fayulu, mais au-delà de ce que je peux me tromper, des constats que je fais d'ordre, je dirais, un peu des problèmes liés à la psychologie ou tout ça, mais je ne peux pas le dénier, contrairement à un certain candidat, une faculté intellectuelle. Et quand il dit des choses, il y a ce qu'il dit et ce qu'il fait percevoir dans ce qu'il dit. C'est comme ça que je me suis mis à réfléchir sur cette phrase qu'il a dit, que sa dignité n'est pas à vendre. Cela sous-entend qu'il y a un acteur politique qui voulait acheter sa dignité. Mais qui est-ce donc? Ça laisse à sous-entendre qu'il y a un acteur politique qui voulait acheter sa dignité. Oui. Qui est-ce donc? Si vous êtes certain. Mais réfléchissons, Dan. Monsieur Fayulu nous fait savoir qu'il ne peut pas marchander. J'utilise un autre mot qui peut être potable et facile à comprendre pour ceux qui nous suivent. Qu'il ne peut pas marchander sa candidature. Que sa dignité n'est pas à vendre. Mais cela veut dire que quelqu'un voulait marchander sa candidature. Maintenant, quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai observé que dans un camp politique, avant même que Fayulu ne dise officiellement qu'il est candidat, on commençait à le percevoir déjà à travers des positions ça et là. Les stipendiés, donc ceux qui sont à la solde d'un candidat qui travaille pour son compte, tant journalistes que médias étrangers, on sait tous que certains médias étrangers sont à la solde ou sont des stipendiés d'un opérateur politique, mais imprécisément, c'en est pris à Martin Fayulu. Je dis, tiens. Quand j'ai fait la juxtaposition des attaques qu'a reçu Fayulu et ce qu'a dit Fayulu, j'ai compris de qui il voulait parler quand il a dit que sa candidature n'était pas à marchander et qu'il ne voulait pas et qu'il ne pouvait pas vendre sa dignité. Et j'ai compris pourquoi il a pris ses distances avec le fameux quatuor qui était formé, composé de Denis Sesanga, Matata et Katumbi. Je suppose et je pense que je ne me trompe pas que celui qui voulait acheter sa dignité et marchander sa candidature se trouve dans les trois noms cités. Merci. Donnez-nous un indice de l'un de ces trois. Juste un indice. Nous sommes en 2016. Un opérateur politique du PPRD quitte le PPRD. Il dit qu'il est candidat. La formule utilisée par beaucoup, les Congolais m'ont demandé de me porter candidat pour sauver le Congo. Une formule encore à la mode. Et nous avons des ministres qui quittent le gouvernement, des ministres qui quittent le gouvernement. Je dis, oh, nous avons enfin des gens qui mettent en avant l'intérêt collectif au lieu de l'intérêt personnel. Mais quelques temps plus tard, nous allons apprendre que ce soit les ministres, que ce soit les mandataires qui décidaient de quitter leurs fonctions pour rejoindre ce monsieur, ils étaient tous entretenus. Ils avaient tous un salaire. Et je sais que vous êtes quelqu'un d'avisé. Récemment, il n'y a pas plus tard là, un des stipendiés de l'opérateur politique s'en est pris vertement à lui. En disant, mais comment à chaque fois que quelqu'un fait des caprices, vole le Lubumbashi, quand Jacques Ndala, comme monsieur tel, c'est un stipendié de cet opérateur qui est exilé en Zambie à ses frais. Le silicien, comme vous aimez l'appeler. Le silicien. Donc,
La candidature de M. Fayulu indispose le camp de cet opérateur politique. Alors, Dr Denis Mukwege, lui aussi, Dr Denis Mukwege, lui aussi, dit qu'il répond à un appel de la population, cette population qui lui a collecté la caution pour sa candidature à la présidentielle. Dr Mukwege a finalement levé ce mystère. Tout le monde, les gens se posaient la question, est-ce que vraiment il sera candidat? Mais finalement, il est candidat. Il dit, je ne vais pas attendre 2028. Je ne le fais pas par intérêt, ni peur pour le pouvoir, mais pour sauver ma patrie. Demain, ce sera trop tard. J'y vais maintenant. Ceux qui sont attirés par le pouvoir, pour le pouvoir, sont dans l'union sacrée, soi-disant, du bon côté de l'histoire. Il dit d'abord que c'est le peuple qui lui a demandé. Un peu comme Fayulu. Deuxièmement, il dit, pour sauver ma patrie, demain, ça sera trop tard. Il dit qu'il ne fait pas il ne veut pas le pouvoir, il ne veut pas conquérir le pouvoir pour le pouvoir, comme soi-disant ceux qui sont du bon côté de l'histoire. On va se souvenir d'abord de Mukwege au départ, quand on suit ses discours, il n'était pas très opposé au président Tshisekedi. Parfois, on a vu le soutenir dans cette prise des paroles à l'étranger comme ici, mais il s'est radicalisé progressivement. Est-ce que ce n'est pas une preuve que c'est vraiment un appel du peuple? Non, mais vous ne pensez pas qu'il allait dire que c'est sa femme ou ses enfants qui leur demandent d'être candidat? C'est là va de soi qu'il n'allait pas dire que oui. L'appel vient des membres de sa famille. Cela étant dit, cher Dan, on ne peut pas le dénier d'avoir des ambitions. On ne peut pas le dénier. J'aimerais d'abord, avant de pénétrer dans cette analyse, me poser la question de savoir quelles sont ses chances. Il a peint le tableau sombre qu'il a peint. C'est sa lecture. Il dit avoir des solutions miracles pour sauver le pays. Je veux bien le croire. Mais moi, j'ai deux questions qui me taraudent l'esprit. Quels sont les moyens dont il dispose pour effectivement prendre le pouvoir, l'exercer et décliner son programme? La deuxième question, c'est, avant que je ne me pose et réponde à la deuxième question, je réponds d'abord à cette première question que je me suis posée. Vous savez, l'élection ou l'électorat au Congo, il est d'abord sociologique. Vous devrez avoir tout d'abord une base naturelle, un fief naturel, où vous êtes incontesté et incontestable. Bukavu, toutes ces femmes qui en repartent. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce un leader incontesté, incontestable au Sud Kivu? Son fief, je dirais, naturel. Si on s'en tient à la sociologie électorale de la RDC depuis que nous sommes un pays souverain et indépendant. Vous pensez vraiment que dans son Sud Kivu, il est incontesté, incontestable? Vous pensez qu'il fera le plein de voix dans son fief naturel? Parce que la sociologie électorale nous montre à suffisance que chaque candidat a un fief naturel où il fait d'abord le plein de voix. Et ce fief naturel
doit avoir un poids électoral conséquent. Le site Kivu a un poids électoral conséquent. Ça, c'est un fait. La question reste posée. Maintenant, reste à savoir si, en termes d'aura, il coiffe tout le monde. Il est incontesté. Il y a beaucoup de leaders au Sud Kivu. Merci. Donc, Beaucoup de leaders qui sont dans l'Union sacrée aujourd'hui, qui par moments se battent aussi, disputent un peu le leadership dans le coin. donc, ceci, vous avez répondu à ma place et de fort. La question maintenant, c'est celle de savoir, c'est vrai, cette base naturelle, cette soutien naturel. Vous Mais- vous me laisserez finir. Oui. J'allais démontrer le caractère infime de ses chances et à la fin, vous dire pourquoi il est absolument et à tout prix candidat. Allez-y. Monsieur Mukwege, il sait pertinemment qu'il a très peu de chances de remporter la mise. Sur base de quoi dites-vous qu'il a très peu de chance, M. Patrick Eyali? Si on doit s'arrêter d'abord là, Si on doit s'arrêter d'abord Voilà. là, du simple fait oui, qu'il n'a pas un fief, comme je l'ai dit tantôt, naturel, à même de lui amener le plein de voix. Du fait que, dans la vraie vie politique, il est encore méconnu. Je ne parle pas des élites. attendez, S'il te plaît, Dan, vous n'êtes pas, permettez-moi de cheminer. vous n'avez pas fait un travail de sondage, parcourir le pays, mais vous pouvez pas. Peut-être qu'il est suffisamment connu, peut-être, ce sont des hypothèses. Vous n'avez pas cheminé tout le pays, le Congo c'est 26 provinces, Dan, plus de 2 millions de Dan, kilomètres carrés. je suis un observateur de la vie politique et je ne le suis pas d'hier. Je ne le suis pas d'hier. Il est connu des élites. Il est connu de la diaspora. Il a une notoriété internationale. Les Mais, premiers- Oui. mais sur la scène politique, comme acteur politique, il n'a pas fait ses preuves. Il est encore méconnu. Mais Bahati vient de la société civile. Aujourd'hui, Bahati, c'est un poids lourd à l'Union sacrée. Il vient de la société civile. Mukwege aussi vient de la société civile. Rien ne démontre que Mukwege ne peut pas être... Si Bahati a fait ce qu'il a fait... Bahati a bâti dans le temps. Bahati a bâti dans le temps. On ne se réveille pas du jour au lendemain et on construit une machine politique. Je ne parle pas simplement de l'individu, d'une machine politique. Je peux reprocher à Fayoulou certaines choses, mais Fayoulou, contrairement à lui, il a une machine politique. Il a des lieutenants. Il a des représentations dans les 26 provinces. L'élection, ce n'est pas seulement un homme, c'est une machine. Si vous ne me coupez pas, dans mon élan, je veux vous démontrer cela. D'abord, individuellement, il souffre d'une notoriété en termes d'acteur politique. Il est connu comme docteur. Il y a une plateforme électorale qui a été... Je vous challengerai que vous me citiez cette plateforme. Vous ne serez pas en mesure de me le dire quel est son nom. Et vous ne serez pas le seul. Preuve en est qu'il souffre de notoriété. La plateforme qui l'accompagne n'est même pas connue. Cette plateforme a eu du mal. Mukwege, S'il te plaît, Dan, cette plateforme a eu du mal à aligner des députés dans toutes les circonscriptions. Ils étaient à peine à quelques 200, 300 députés, si je ne me trompe. La candidature de cette plateforme était même rejetée par la CENI. Elle a été repêchée par la Cour constitutionnelle. Donc l'homme... Vous voulez dire que Mukwege, comparé à Tshisekedi, à Fayoulou, à Katumbi, c'est un poids mouche. Vous avez trouvé l'expression qu'il faut. Parce que dans la politique, il y a ce que l'individu pèse politiquement et il y a ce que sa machine pèse politiquement. Vous pouvez comparer les machines des noms, les machines politiques de noms que vous m'avez cités à la machine qui n'est même pas connue de nom de M. Mukwege. Vous pouvez me citer quelques cadres qui l'accompagnent,
quelques hommes politiques, quelques éminents, je dirais, technocrates connus qui l'accompagnent. Macron n'était pas attendu en France en 2017. Comme Macron n'était pas attendu, mais il a été élu. Comme Macron devant Marine Le Pen. Absolument. Comme Macron se lance, oui. Il a pris le soin de mettre derrière lui une machine politique composée de routiers de la politique. Il n'a pas eu que des novices qui l'ont entouré. Il s'est fait accompagner. L'autre qui était devenu ministre, Collomb, Gérard Collomb, c'était un ancien socialiste. Il n'a pas... D'abord, lui-même, il a pris le soin d'entrer dans l'arène politique en devenant d'abord secrétaire à l'Élysée, en gravitant les marches jusqu'à devenir ministre. Il s'est fait d'abord, lui, Macron, connaître. Ensuite, il a mis en place une machine composée de personnalités politiques venues de différents bords. Puisque nous faisons la comparaison, quand nous prenons vous avez lancé cette comparaison et moi je ne fais que vous emboîter le pas. Tout à fait. Si nous prenons la comparaison entre Macron et Mukwege. Pardon, sorry, j'avais oublié de... Oh, désolé. D'accord. C'est quoi ça? D'accord. Si nous prenons cette comparaison entre Macron, par exemple, Macron qui est un jeune acteur politique qui a fait ses preuves au sein du gouvernement de M. François Hollande, la carrure de Macron et la carrure de Mukwege, aujourd'hui, si nous essayons de comparer les deux, on peut dire que qui a cette... qui serait, s'ils étaient tous dans un même arène politique, dans un même pays, qui serait mieux coté? Que ce soit chez les intellectuels comme à la base. Votre comparaison ne tient pas la route. C'est deux cas d'école différents. C'est deux cas d'école différents. Monsieur Macron, à l'origine, était un banquier, était un économiste, qui a fait l'ENA. C'est-à-dire qu'il a appris l'administration. Puis avant de se lancer, je dirais, sa campagne, était ministre dans un gouvernement. Monsieur Mukwege, c'est sans transition. C'est sans transition aucune. Médecin, demain, paf, candidat politique et je veux tout renverser. Voilà. Il n'y a pas commune mesure en termes de comparaison. Et même quand vous faites une comparaison en termes de... Je vous ai dit, quand j'ai développé ma pensée, il y a la personne et il y a la machine derrière cette personne. Est-ce que vous prenez une machine mise en place comme l'UCEL, où vous avez dans chaque province un représentant de l'UCEL qui a pignon sur rue en termes de leader régional, provincial si on veut. Vous avez ce pendant-là chez Mukwege? Non. Pas du tout. Maintenant, il dit ceci. Il y a fraude. Il y a bidouillage. Les résultats. Il conteste déjà les résultats d'une élection où personnellement, il a peu de chances de le remporter. Mais la finalité, on le sent, c'est la contestation déjà des résultats. Ça, c'est de 1. De 2, chaque candidat a souvent un agenda qui peut être caché ou non. Ici est de se poser la question, quel est l'agenda de M. Mukwege? Les différents présidents qui se sont succédés au Congo ont souvent eu un deal ou des deals avec des partenaires extérieurs. Quel est le deal de Mukwege avec ses partenaires extérieurs? Je cherche encore la réponse.
Terminons par Ensemble pour la République. Le parti de M. Moïse Katumbi. On a vu sur la place publique Jacques Ndala, le coordonnateur de la jeunesse, se plaindre de la gestion du parti, notamment des candidatures à travers le pays. Et 24 heures après, le secrétaire général, Dieudonné Bolengue Tengue, le suspendait de ses fonctions à durée indéterminée. Et M. Jacques Ndala, à son tour, va annoncer qu'il avait déjà démissionné il y a très très longtemps. Qu'est-ce que cela peut sous-entendre au sein d'un parti comme celui de M. Moïse Katumbi, qui aujourd'hui veut être président de la République, des dissensions comme celle-là à quelques mois, à quelques semaines de la présidentielle? Comment interpréter cela? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, mais qui fait suite à ce que qu'on a dit tout au long de cette émission. Je parle des chances des uns et des autres pour remporter la mise. J'ai décortiqué tout à l'heure les chances de M. Mukwege. J'ai parlé de M. Fayulu. M. Fayulu, je n'ai pas évoqué les chances qu'il avait, hormis le fait qu'il aura du mal à exercer son pouvoir, mais faut-il savoir s'il a les chances de l'emporter? Sur M. Fayulu, je dirais qu'il va de soi qu'il a beaucoup dégringolé. Fayulu. Il a beaucoup dégringolé du fait que dans la précédente élection, il y avait une machine derrière lui, composée du parti Ensemble, composée du parti MLC, composée du parti de M. Mboussa Moussi, mais aussi de Mouzitou. Cet attelage avait fait la Mouka. Et le défaut de Mukwege, comme je citais, Fayulu en 2018 n'avait pas ce défaut. Il avait une machine derrière lui. Une machine qui était d'ailleurs plus grand que le nom de Fayulu. Parce que le Fayulu à l'époque n'est pas ce Fayulu d'après l'élection. La machine mise derrière lui était une machine forte en termes d'implantation sociologique. On avait des leaders de différents espaces linguistiques qui étaient derrière Fayulu. Ce qui a fait la force de M. Fayulu. Il est évident que 5 ans après, il a non seulement la Mouka s'est disloquée, mais il a, je dirais, galvaudé. Il a galvaudé le crédit qui lui a été donné par l'ensemble des Congolais, ne gardant que derrière lui ses propres partisans. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. C'est-à-dire les partisans des différentes structures qui étaient dans la Mouka, qui ont suivi Martin Fayulu, au fil du temps, ces partisans se sont... Et Fayulu n'est resté, il s'est un peu, je dirais, récoquevillé avec les idées, quoique parlons toujours au nom de la Mouka. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un grand décalage entre l'aura suscitée par la Mouka et la réalité de M. Fayulu, aujourd'hui accompagné que par son seul SID. Donc, il va sans dire que M. Fayulu, il aura beaucoup de mal. Si nous prenons la candidature de M. Katumbi, dont on va conclure avec le dossier Jacques Ndala, M. Katumbi, il va de soi que c'est le principal challenger. C'est un challenger sérieux, qui a une machine, son parti politique, il a des moyens, mais il a encore un atout plus fort. Et cet atout a fait très mal à M. Tshisekedi en 2018. C'est les médias étrangers qui lui sont acquis. France 24, cette galaxie-là, France 24, TV5, Jeune Afrique, RFI, c'est des médias. Et aujourd'hui, on ne peut pas se cacher. Ces médias-là sont, je dirais, roulent pour M. Katumbi. Vous avez vu en 2018 comment ils ont su vendre M. Fayulu. Vous rêvez le matin, vous mettez RFI, vous allez partout. C'était pas Fayulu. Mais c'était du fait du deal qu'il y a entre M. Katumbi et cette galaxie des chaînes de télévision. C'est là où est constituée la grande force
de M. Fayoulou, où vous allez voir un ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, se réveiller à 5 h du matin, la fameuse phrase de compromis à l'africaine. Il a tenu à 5h30 du matin sur RFI. C'est pour vous dire le poids du deal qu'il y avait entre ces médias, certaines chancelleries, et le candidat porté par M. Katumbi. Donc, c'est le candidat crédible. C'est le challenger crédible. De tous. De tous les challengers. C'est Katumbi. De tous les challengers de M. Tshisekedi. C'est Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi. Maintenant, ce dernier souffre de, je dirais, je vais résumer ça en un, comme on n'a plus le temps. Il a certes une machine, mais cette machine s'est régionalisée dans un seul espace, le Katanga. Et si on pousse un peu plus loin, l'espace linguistique swahilophone. Mais c'est d'abord le Katanga, et si on pousse un peu plus loin, on met l'espace swahiliphone. C'est des faits, notre électorat a toujours été socio-tribal. C'est des faits. Maintenant, là où cette machine va rencontrer, je dirais, des pesanteurs qui va mettre à mal le bon fonctionnement de cette machine, c'est le fait que M. Tshisekedi, qui part favori, a une machine à même de contrebalancer l'électorat katangaise et swahilophone de M. Katumbi. M. Katumbi, je dirais, part avec deux désavantages. Il aura à partager l'électorat swahilophone avec deux autres challengers, qui sont M. Matata et M. Mukwege, qui entrent en lice. Ils vont se distribuer les voix swahilophones. Mais pendant ce temps, M. Tshisekedi, avec les relais qu'il a la possibilité d'engranger de voix dans l'espace Katanga. D'abord, premièrement, parce que l'UDPS, historiquement, a toujours été bien implanté dans le Katanga à cause de la migration des Kassaïens vers le Katanga. Ça, c'est de un. De deux, à cause de la représentativité de certaines notabilités katangaises qui entourent le chef de l'État. Le Premier ministre, M. Dani Banza. Le DIRCAB aussi. Vous avez dit? Le DIRCAB du chef. Le DIRCAB du chef, M. Niembo. Il y a beaucoup de notabilités. Il y a la ministre du portefeuille Lolaba, il y a la gouverneure, il y a la gouverneure du Lolaba, Mme Fifi Masuka, il y a le gouverneur. C'est-à-dire il y a un contrepoids de notabilités katangaises qui sont derrière le chef de l'État. Ajoutez à cela une base naturelle de l'UDPS de fort longtemps. En termes de migration, maintenant, à part cela, il y a encore un autre pesanteur qui va peser sur la machine d'ensemble, qui est une machine que je ne néglige pas. Ce pesanteur tient du fait de ce que je dis, qu'il s'est régionalisé. Il n'y a pas autour de M. Katumbi des lieutenants d'autres provinces qui ont une dimension de leadership provincial ou régional. Vous n'en avez presque pas. Vous n'en avez presque pas. Ni dans le Bas-Congo, ni dans le Kasaï, ni dans le Bondundu. Vous n'en avez presque pas. Là où vous avez un Tshisekedi, qu'il y a plusieurs machines. Le MLC est une vieille machine, bien rodée. Pour finir, on n'a plus le temps, M. Patrick. Juste un petit mot sur cette guerre qu'il y a aujourd'hui ensemble. Un petit mot. Ce qui se passe dans Ensemble, c'est ce qui se passe dans plusieurs de nos partis. Je n'aimerais pas ici jeter la pierre exclusivement dans Ensemble, mais c'est à l'image de nos partis politiques. Ensemble n'en est pas malheureusement exempt. J'en veux pour preuve les déclarations des partisans de Ensemble qui ont suivi la prise de position de Jacques Ndala. Ces partisans, pour la plupart, parlaient régionalisme, pour ne pas dire tribal. Ils avaient des propos tribales. Ne mets plus tes pieds au Katanga. Nous, les Katangais. Je ne n'indexe pas
simplement ensemble. Parce que ce genre de propos, vous le trouvez dans beaucoup de partis. Dans beaucoup de partis. C'est ça ma désolation. qu'en 2023, que nous ayons encore des partis à caractère tribal, à caractère régional. Jacques Ndal est un citoyen congolais. Au nom de quoi? Parce qu'il a égratigné M. Mwando, je ne sais qui du Katanga, que les gens, que les ressortissants katangais lui fassent des menaces, l'interdisent de fouler les pieds au Katanga, comme si c'était une propriété du parti Ensemble. Voyez-vous, ce qui m'a le plus dérangé, c'est ce rélan tribaliste que nous vivons malheureusement dans plusieurs de nos partis politiques, pour ne pas dire tous nos partis politiques. Merci beaucoup, M. Patrick Eyalé. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, cette émission est complètement terminée. On va vous dire grand merci d'avoir disponibilisé votre temps pour répondre à nos questions. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous accompagnent, qui nous suivent souvent et qui aiment bien suivre M. Patrick quand il passe. Il y a des messages d'encouragement, de soutien. Nous espérons que vous le ferez davantage pour cette émission, parce que M. Patrick, il est député, candidat député provincial, excusez-moi, candidat député provincial pour la commune de Bandalungwa. Pour la commune de Bandalungwa. Nous espérons vraiment qu'il sera parmi ceux qui seront désignés à l'issue de ces élections. Et nous vous souhaitons très très bonne chance. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Portez-vous bien et à très bientôt sur Congo Buzz, votre chaîne.